Alors, Parce que ça, c'est mon cadeau. Je vais t'expliquer ça et tu vas pouvoir comprendre. Alors, tout part de la découverte d'une molécule qui a un effet sur une cellule. À ce moment-là, un chercheur, dans son labo, comme moi, avec mon équipe, eh bien, on publie dans une revue scientifique. Mais oui, toi, t'as publié dans Science Nature, je me rappelle. J'adore l'intelligence. Surtout que, vous savez, c'est héréditaire. Oui, c'est pour ça qu'on me dit toujours que je suis le digne fils de ma mère. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on teste la molécule sur des cellules et puis sur des petits animaux. Alors, des souris, des rats, des chiens et puis des singes. Et des cochons aussi? Non, c'est pas le cochon. Non. Après ça, on passe aux essais cliniques pour tester ça sur les humains. Donc, phase 1 pour vérifier que ce n'est pas toxique. D'accord. Phase 2 sur un petit nombre de patients. Oui. Et la phase 3 sur en gros 1 millier de personnes dans le monde entier. Mais non, alors là, je t'arrête tout de suite. Ce cadeau-là, cette innovation, tu me l'as offert à moi. Oui. Donc c'est à moi. Il est hors de question qu'on le donne à 1000 personnes. D'accord? C'est le mien. Oui, alors attention, tu ne peux pas l'avoir comme ça. En plus, c'est extrêmement contrôlé par l'agence des médicaments et par un comité, tu me reposes ça, le comité de protection des patients. Tout commence par un chercheur qui trouve une molécule dans son laboratoire, qui les teste. Et puis finalement, qui se dit que ça peut avoir une valeur pour traiter une pathologie, et en l'occurrence traiter le cancer. Donc après avoir fait des tests sur des cellules, chez l'animal, il va finalement faire une demande d'essai clinique pour voir si ce médicament peut avoir une valeur pour traiter les patients. Un essai clinique, c'est une expérimentation chez l'homme et donc ça obéit à des règles, à des prérequis avant que l'autorité, l'ANSM, donne son autorisation et le comité de protection rende un avis favorable. Ces deux points sont essentiels pour qu'un essai puisse être autorisé. Et les principaux défis qui se portent à nous, ils sont essentiellement de deux types. Le premier, c'est que l'autorité, l'ANSM, l'agence du médicament, quand on dépose une demande d'autorisation, elle puisse rendre son avis dans un délai qui soit prévisible et qu'on donne cette visibilité. Mais également les éléments sur lesquels nous évaluons ces essais pour dire est-ce que les risques encourus on présume qu'ils sont inférieurs aux bénéfices attendus, parce qu'en cancérologie, les essais cliniques sont regardés également comme une opportunité de traitement. Je crois que tout dépend déjà dans quelle phase d'essai on va être, entre une phase 3 qui est là pour confirmer l'efficacité d'une chimiothérapie ou d'une thérapie ciblée, ou une phase 1-2 qui va être une première administration chez l'homme ou chez l'enfant d'un médicament. On n'est déjà pas du tout dans la même situation. On n'est pas dans la même situation de patient, on n'est pas dans la même situation d'annonce, d'information, donc ça, ce sont deux choses différentes. On ne peut pas proposer, il ne faut pas proposer une nouvelle molécule pour proposer une nouvelle molécule. Je crois qu'il y a une part éthique. C'est vrai qu'un nouveau médicament, ça peut être très intéressant, mais c'est aussi parfois porteur d'espoir et c'est très bien. Mais il faut mesurer, il faut savoir à qui on le propose. On ne peut pas le proposer à tout prix, on ne peut pas le proposer à n'importe quel enfant. Et c'est là qu'on peut être amené, nous, de manière éthique et collégiale. Alors, ce n'est pas un médecin qui va décider, c'est une équipe médicale, c'est éventuellement ce qu'on appelle une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui veut dire qu'il y a plusieurs intervenants, soit au niveau local, soit même parfois au niveau national, qui vont dire oui, ce patient, on peut lui proposer, ou ce patient, on ne peut pas lui proposer, parce qu'on estime que finalement, comme on disait, le bénéfice potentiel par rapport à l'état de la maladie dans lequel il est, l'état physique dans lequel il est, ou les risques potentiels, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas du côté du bénéfice, donc on ne peut pas lui proposer. Si à l'inverse, elle est du côté du bénéfice, alors, encore plus que dans un essai de phase 3, il faut véritablement prendre énormément de temps pour expliquer aux patients ce que va être cet essai de phase précoce, à quoi cela va correspondre. C'est beaucoup plus stringent un essai de phase précoce qu'un essai de phase avancée. Ça nécessite beaucoup plus de suivi. Et puis, il y a plus d'inconnus. Donc, il y a parfois des réponses auxquelles on ne peut pas répondre. C'est-à-dire, on va dire, je ne sais pas, ou il faudra voir en fonction. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande plus de temps. Et nous, on va être informés via soit nos réseaux nationaux, soit des industriels qui vont venir nous contacter en disant on développe un essai de phase précoce chez l'enfant pour telle molécule. Est-ce que vous souhaitez être investigateur, c'est-à-dire ouvrir cet essai dans votre centre? Et en ça, les centres labellisés un cas de phase précoce, c'est une ouverture
vers les accès aux nouveaux médicaments. Il faut savoir qu'en France, il y a 7 centres pédiatriques qui sont labellisés à essais de phase précoce, ce qui fait quand même peu d'accès finalement aux phases précoces. Alors ce qui quelque part est peu et en même temps permet quand même de centraliser un maximum d'informations et de ne pas faire des essais précoces un peu n'importe où sans avoir la sécurité, l'expérience et la file de patients qui est nécessaire. Alors, on a 2 cas de figure. On a le cas de figure où la patiente a la sensation que si elle a accès à un essai, elle va être sauvée. C'est-à-dire que c'est sa dernière chance, c'est sa chance, c'est la chance où, si elle n'a pas accès à l'essai clinique, eh bien, elle reste sur des vieilles molécules, comme elles nous disent, sur des vieilles molécules et où elles ne sont pas aussi bien soignées que dans un essai. Donc c'est à nous, association de patients, de leur montrer effectivement qu'il y a des passages en RCP qu'on choisit en fonction de leur état, qu'une patiente qui fait 40 kg n'aura pas le même traitement qu'une patiente qui en fait 100, qu'une patiente qui a 50 ans n'aura pas le même traitement qu'une patiente qui en a 80, etc. C'est à nous de leur dire que chaque patiente est une patiente et que c'est en ça qu'elle va être le mieux suivie puisqu'elle va avoir la molécule qui va lui convenir le mieux si elle peut rentrer dans cet essai. Si justement on leur propose un essai, c'est qu'elles ne répondent plus à rien et elles sont en fin de course et que c'est leur dernière chance. Et donc là, on a un gros travail d'aide psychologique, c'est pas forcément notre travail, mais enfin d'aide de patiente à patiente pour leur dire que non, la recherche avance, que c'est une chance, qu'elles vont rentrer dans une autre possibilité de traitement qui va les amener plus loin. Et donc le laboratoire pharmaceutique dépose une demande de mise sur le marché donc auprès des instances européennes. Et donc c'est l'Agence européenne du médicament qui va évaluer donc les résultats des essais cliniques et donner une autorisation de mise sur le marché au niveau européen qui est suivie donc par l'Agence du médicament en France. Une fois que ça a prouvé son efficacité, alors là, la haute autorité de la santé, tu reçois une recommandation, des recommandations d'utilisation, en gros, c'est une notice comme dans les boîtes des médicaments, tu vois, et tu obtiens l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, tu vois. Et à ce moment-là, ouais c'est compliqué, je sais. À ce moment-là, le fabricant pour lequel je travaille se met d'accord avec la Sécu dans un comité pour fixer le prix du médicament. Et là, en fait, on pourrait se dire, finalement, c'est bon, hein, le médicament va accéder directement au patient. Et en fait, non. Il reste encore un long cheminement. Alors ça vient aussi du fait qu'en France, et c'est une chance, on a un pays qui est régulé par un remboursement des produits de santé qui est basé sur le collectif. Hein, on paye tous pour la sécurité sociale. Donc là, il y a un nouveau process qui va se mettre en place là pour évaluer le coût du médicament. Effectivement, il faut bien comprendre que l'autorisation de mise sur le marché délivrée à l'échelle européenne est un feu vert. Si on n'a pas ce feu vert, il n'y a plus rien. Mais ce n'est qu'un feu vert. C'est une autorisation, mais il faut ensuite, avant la mise à disposition du produit, que l'on puisse discuter de l'intérêt pour la collectivité de rembourser ce médicament. Si l'Agence européenne a dit « OK, le rapport bénéfice-risque est bon, mais si ce médicament n'apporte rien par rapport à ce qui existe, eh bien, il ne sera pas pris en charge par l'assurance maladie. » Et tout le problème actuel auquel les médecins et les malades sont confrontés, c'est que cette période de négociation qui suit l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, cette période de négociation entre le comité d'évaluation des produits de santé et l'industrie pharmaceutique peut être très longue, parce que l'industrie pharmaceutique, qui est internationale, ça vous a été expliqué, ne veut pas baisser trop ses prix en France, elle veut que les prix soient à peu près les mêmes partout en Europe, alors que le comité français veut veiller aux finances de l'assurance maladie. Et donc ça peut être très long. Et dans ma discipline, l'hématologie, il y a des molécules qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché en 2016 et qui viennent d'avoir l'accès pour les patients en 2019. Tout ça, c'est très long. Hein. On estime qu'entre le premier concept et la commercialisation d'un médicament, il se passe en moyenne 12 ans aujourd'hui. Très long, très coûteux et très risqué. Pour vous donner une idée, le pourcentage aujourd'hui de succès, les chances de devenir un médicament quand on est un concept au départ, c'est 7%. Dans 93% des cas, ça ne marchera pas.
Mais on a aussi conscience que sans nous, toutes ces instances n'existeraient pas. Donc les associations de patients sont très importantes et de plus en plus nous demandons à rentrer dans ces instances et certaines portes s'ouvrent, pas toutes. Et nous faisons tout pour que toutes les portes s'ouvrent parce que sans nous, il n'y aurait pas de médecins et il n'y aurait pas toutes ces instances pour nous soigner.